Bon, mais bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S12B, donc la deuxième partie là, de la section S12. Donc, comme on avait vu la dernière fois, on avait vu différentes choses. Là, puis là, ça, je disais qu'on était prêt à parler là, de vraiment là, le Big Bang comme tel. Okay? Le Big Bang, c'est une théorie qui explique comment l'univers s'est formé depuis son apparition, donc depuis la formation de l'univers jusqu'à toute évolution que l'univers a suivie jusqu'à atteindre l'état actuel qu'on connaît aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, on voit l'univers a une certaine forme, les galaxies ont une certaine distance les unes par rapport aux autres, et la matière est dans l'état dont elle se trouve actuellement. Fait que pour essayer de comprendre comment ça s'est produit, le Big Bang, il faut évidemment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit dans le passé, donc à une époque qui précède la nôtre. Okay. Et comment on peut faire pour étudier ça? Ben, il faut trouver des façons de comprendre ce qui s'est produit dans le passé. Puis, notre étude va être basée sur le facteur d'échelle. Donc, on se rappelle, la dernière fois, on avait dit qu'aujourd'hui, présentement, on est à un facteur d'échelle est égal à 1. Ça, c'est aujourd'hui, actuellement. Donc, dans le passé, on a un facteur d'échelle qui est plus petit que 1. Et dans le futur, on aura un facteur d'échelle qui est plus grand que 1. Donc, ça montre que l'univers est en expansion. Une des choses qu'il faut faire pour comprendre, étudier là, ce qui s'est passé dans le passé, c'est être capable de comprendre comment les différentes caractéristiques de l'univers, comme la taille, bien sûr, mais pas juste la taille, les autres choses aussi, comme par exemple la température, la masse volumique, comment ces caractéristiques-là se comportent là, quand le facteur d'échelle change. Okay. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que le facteur d'échelle, c'est vraiment quelque chose qui nous renseigne sur la distance qu'il y a entre les galaxies. Donc, c'est un rapport, si vous voulez, de deux tailles ou de deux distances prises à deux moments différents. Par exemple, si on avait, ça caractérise bien la distance qu'il y a entre les galaxies. Donc, c'est comme si on disait, à un certain moment, on a une première galaxie ici, on a une certaine galaxie ici, là, on est à, disons, là, il y a une certaine distance quelconque entre les deux. Puis là, disons qu'on est à un facteur d'échelle, mettons une distance qu'on va appeler D1, puis on dit là, on est à un facteur d'échelle, mettons aujourd'hui, on a un facteur d'échelle E égale à 1. Puis on dit l'univers est en expansion, donc dans un certain temps, il va y avoir une distance plus grande entre les deux galaxies qu'on va appeler D2. Et là, on dit qu'on serait à un certain facteur d'échelle, quelque chose d'autre. Okay. Puis ce facteur d'échelle-là, le facteur d'échelle plus grand que 1 serait égal au rapport qu'on a entre les deux distances. Donc dans ce cas, ça serait égal à D2 sur D1, et ça donnerait quelque chose qui est plus grand que 1, parce que D2 est plus grand que D1. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que le facteur d'échelle, c'est vraiment comme ça c'est ça qui signifie. Donc le facteur d'échelle, ça signifie vraiment là, le rapport entre deux distances. Okay. Donc le facteur d'échelle, c'est vraiment quelque chose qui est en une dimension, si vous voulez. C'est que ça exprime le rapport entre deux longueurs ou entre deux distances ou entre deux dimensions. Okay. Mais si on a des phénomènes ou des trucs qui sont en plusieurs dimensions, ben là, eux, ils vont varier comme le facteur d'échelle avec une certaine puissance. Hein. Par exemple, si on regarde, on va dire l'aire d'un carré. Okay. Donc, si on dit aujourd'hui, actuellement, on est à un facteur d'échelle égal à 1, on a un carré qui mesure une certaine largeur par une certaine hauteur. Donc, il y a une certaine aire là, qui est sa base fois sa hauteur. Parfait. Maintenant, on dit si on revient dans le passé, à une époque où le facteur d'échelle est égal à 0.1, par exemple. Donc, ça, c'est plus petit, c'est loin dans le passé. Donc, un facteur d'échelle égal à 0.1, qu'est-ce qui va arriver? C'est que toutes les dimensions vont être égales à 0.1 de ce qu'elles sont actuellement. Donc, si on a un carré, par exemple, si tout est réduit de 0.1, ça veut dire que la nouvelle base du carré va être égale à seulement 10% de ce qu'elle était, et la hauteur aussi va être égale à 10% de ce qu'elle était. Donc, l'aire de notre carré, là, il sera pas égal à 10% de ce qu'on avait, il va être égal à 1% de ce qu'on avait, hein, parce que c'est le facteur d'échelle vaut 0.1, et 0.1 exposant 2, ça donne 0.01, ça donne 1%. Okay. Fait que c'est juste pour vous montrer que c'est ça, tout ce qui est
un rapport de plusieurs distances, ça c'est proportionnel à la longueur. Donc la distance entre deux objets, c'est juste proportionnel au facteur d'échelle. Si on a une surface de quelque chose, comme la surface d'un carré ici, ça va varier comme la longueur au carré. Donc la surface de quelque chose, ça varie comme le facteur d'échelle exposant 2. Et on pourrait imaginer quelque chose en 3 dimensions si on avait un cube, par exemple. On comprend que le volume d'un volume, ça varie comme le facteur d'échelle exposant 3. Okay. Donc, c'est pour ça que quand on étudie la taille de l'univers, on parle du facteur d'échelle, c'est correct, mais il faut toujours se rappeler que le facteur d'échelle, c'est un rapport entre différentes distances. Donc, si on veut parler, par exemple, du volume de l'univers, ça va varier comme le facteur d'échelle exposant 3. Donc, c'est pour ça que quand on regarde la concentration de matière que dans l'univers, la concentration de matière, c'est une masse volumique, hein, c'est une masse divisée par un volume. Donc, ça va varier comme le facteur d'échelle exposant 3. Donc, si on dit que aujourd'hui, présentement, la masse volumique de l'univers moyenne vaut 1,5 masse protons par mètre cube. Si on va dans le passé, à une époque où le facteur d'échelle est égal à 0,1, donc à 10%, ce qui va arriver, c'est que la masse de l'univers n'aura pas changé, mais le volume va être plus petit. Fait que si le volume est plus petit, la masse volumique va être plus grande. Mais à un facteur 0,1, le volume, il est pas 10 fois plus petit, hein. Il est 1000 fois plus petit parce que ça fonctionne comme le facteur d'échelle exposant 3. Fait que c'est pour ça que quand on retourne à une époque où le facteur d'échelle est égal à 0,1, la masse volumique est 1000 fois plus grande que ça ici. Donc c'est ce qui donne notre 1500 masse protons par mètre cube. Donc juste faire réaliser là, que le facteur d'échelle, sa définition vraiment c'est quoi? C'est le rapport entre deux distances. Et donc si vous avez quelque chose comme une surface ou un volume, ça va varier comme le facteur d'échelle avec un certain exposant. Et ça, ce qui arrive, c'est que quand on recule comme ça dans le temps, on se dit de quoi avait l'air l'univers quand le facteur d'échelle était égal à 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Si on recule comme ça, c'est que éventuellement, plus qu'on recule dans le passé, plus que la masse volumique augmente, et éventuellement, on va atteindre la fameuse masse volumique là, qui s'appelle la masse volumique de Planck, là, qui est 10 à la 93 kg par mètre cube. On en avait déjà discuté quand on parlait des trous noirs. On se demandait là, quand la matière se comprime de plus en plus, qu'est-ce qui arrive quand elle atteint cette masse volumique-là? Est-ce qu'elle se comprime encore plus? Est-ce que ça l'arrête là? Ben, c'est un peu le même problème qu'on rencontre là, pour l'univers. Et on n'a même pas de théorie pour tenter d'expliquer qu'est-ce qui pourrait se produire là, quand on a une masse volumique qui est plus importante que ça. Pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, ça prendrait une théorie qu'on ne connaît pas encore, là, qui s'appelle la gravitation quantique, la fameuse théorie que Einstein a essayé de trouver pendant les 20 dernières années de sa vie, puis il n'est jamais parvenu à la trouver. Okay. Fait que c'est un peu un mystère, qu'est-ce qui arrive quand la matière devient plus dense que ça. Donc juste pour mettre ça un peu en contexte, avec une image, ça va aider un petit peu. Donc aujourd'hui, on aurait le cercle qui est là. On est à un facteur d'échelle E égale à 1. On a une certaine masse volumique moyenne dans l'univers qu'on est capable de mesurer. Et c'est ça, fait que plus qu'on se projette dans le passé, on a un facteur d'échelle de plus en plus petit. Fait que c'est sûr que quand on est dans le passé, le facteur d'échelle est plus petit, la masse volumique est plus grande. Okay. Puis c'est ça. Si on recule comme ça de plus en plus loin dans le passé, le moment où on atteint la masse volumique de Planck, le fameux 10 à la 93 kg par mètre cube, ça se produit à un facteur d'échelle qui est, si on fait des calculs, c'est 1.36 fois 10 à la moins 40. Donc c'est un facteur d'échelle qui est extrêmement petit. Donc c'est quand même un point qui est très loin dans le passé. Et le moment dans l'histoire où l'univers a atteint cette masse volumique-là, c'est ça qu'on appelle l'instant de Planck. Okay? Et c'est ça qu'on appelle le Big Bang. Okay? On considère que ça ici, c'est le début de l'univers. Okay? Maintenant, est-ce que ça l'arrête là? Ou est-ce que ça continue encore plus? Parce que si ça continue encore plus, ça veut dire que la matière est encore plus comprimée que ça. Et est-ce qu'on pourrait éventuellement atteindre vraiment un endroit là, où le facteur d'échelle est égal à 0? Ok, là, il est très petit, mais il n'est pas exactement égal à 0. Il y aurait peut-être un moment vraiment où le facteur d'échelle est égal à 0, mais là, c'est que si c'était le cas, ça veut dire que toute la matière de l'univers serait juste vraiment comprimée en un seul point, comme une espèce de singularité, qui aurait une masse volumique infinie. Okay? Donc, en tout cas, ça, c'est un peu comme le mystère, là, à savoir s'il y avait quelque chose avant le Big Bang. Il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent que non. Okay? Mais avec cette masse volumique-là, si on avait une masse volumique plus grande que ça, on pense que l'espace-temps tel qu'on le connaît actuellement n'existerait pas, ou en tout cas aurait peut-être une forme différente, là, mais il y aurait probablement même pas de temps comme nous on le comprend aujourd'hui. Donc c'est un peu, c'est quasiment plus philosophique comme question, c'est se demander
C'est comme si nous, on définissait le début de l'univers comme l'instant où le temps est apparu, ou l'instant où l'espace-temps tel qu'on le connaît est apparu. Qu'est-ce qui est arrivé avant ça? Ben, des gens qui disent que c'est une question qui vaut même pas la peine de se poser. C'est comme si on se posait la question, qu'est-ce qui est arrivé avant que le temps existe? Ben, avant que le temps existe, il n'y a pas pu rien se produire parce que si le temps n'existait pas, ben, il n'y avait pas de avant, pas de après. En tout cas, c'est un peu, c'est quasiment plus philosophique que physique comme question. Mais, c'est juste pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang correspond vraiment au moment dans l'histoire de l'univers. Là, c'est un point c'est un point très loin dans le passé, au moment où l'univers a atteint la masse volumique de Planck. Okay. Donc, c'est sûr que les gens se disent ouais, mais comment on sait qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? On peut pas retourner dans le passé, on peut pas voyager dans le temps, c'est vrai, mais on peut quand même analyser plusieurs choses. Puis on a des preuves là vraiment directes là, qui nous montrent que l'univers a bel et bien déjà été dans un état beaucoup plus condensé, beaucoup plus comprimé que ce qu'on observe actuellement. Okay. Puis comment on a obtenu cette preuve-là? Ça s'est fait un peu par accident. Là. C'était pas nécessairement voulu. C'était deux scientifiques là, qui travaillaient sur un espèce de détecteur. Puis eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était de mesurer là, certaines choses. Puis une bonne fois, ce qu'ils ont fait, c'est juste pour faire une espèce de calibration. Ils ont dit, on va prendre notre appareil, notre détecteur, puis on va le pointer dans une région du ciel où il y a absolument rien. Donc ils ont choisi un espace noir là, entre deux étoiles, là, où ils s'attendaient à mesurer rien, aucune énergie, aucun spectre, rien de ça. Ils s'attendaient à juste mesurer zéro. Puis on dit on va faire ça juste pour calibrer notre appareil. Okay. Puis quand ils ont observé à cet endroit-là, ils s'attendaient à mesurer rien, zéro, mais c'est pas ça qu'ils ont obtenu. Ils ont obtenu plutôt un signal, donc avec une certaine énergie. Puis là, ils se demandaient, voyons, ça fonctionne pas. Ils pensaient qu'ils avaient fait des erreurs, qu'ils avaient mal calibré leur appareil, tout ça. Fait qu'ils ont recommencé le test, ils ont mesuré à différents autres endroits, puis ils se sont rendus compte que peu importe où ils mesuraient dans l'espace, là, à chaque fois qu'ils mesuraient dans un endroit où il y avait rien, là, aucune étoile, aucune galaxie, ou ce qui était supposé de juste rien mesurer, ils mesuraient quelque chose. Puis c'était toujours le même signal. Et ce signal-là, vous l'avez ici, c'est l'image que vous avez ici là, à droite. Et si vous vous rappelez de la section, je crois que c'est la section S07, là, quand on parlait des spectres de corps noir, vous remarquez que ça a exactement la même forme que le spectre d'un corps noir. Quand on parlait des étoiles, on disait les étoiles peuvent avoir différentes températures, dépendant de leur température, ça va influencer un peu la forme de leur spectre d'émission, mais ça c'est ce qu'on appelait les spectres des corps noirs, et c'est exactement le même genre de spectre qu'on obtient. Okay. Puis maintenant, quel objet qu'on connaît aujourd'hui, qui est capable d'émettre des espèces de spectres de corps noirs comme ça, ben c'est des objets qui sont relativement compacts. Hein. C'est par exemple des étoiles. Donc une étoile, c'est quand même assez compacté. Okay. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde l'univers dans son ensemble, ben aujourd'hui l'univers est pas assez compact. Dans l'univers, c'est pratiquement juste du vide. Il y a quelques petits endroits là, où il y a des galaxies, des planètes, des étoiles, des choses comme ça, mais la grande majorité de l'univers aujourd'hui, c'est du vide. Okay? Et en ce moment, là, l'univers n'est pas assez dense pour émettre un spectre de corps noir comme ça. Donc ça veut dire que quand on observe ça, c'est qu'on voit ce qu'on appelle ça le rayonnement de fond cosmologique, c'est on voit une espèce de résidu de ce que l'univers a émis il y a bien longtemps dans le passé. Donc ça prouve là, qu'il y a très longtemps, l'univers a été dans un état beaucoup plus compact, beaucoup plus dense que ce qu'on observe actuellement. Et ça correspond tout à fait bien là, à la théorie là, du Big Bang qui dit justement qu'il y a très longtemps, l'univers était beaucoup plus compact, beaucoup plus condensé, et il fait juste prendre de l'expansion puis se diluer au fur et à mesure que le temps s'écoule. Donc ça fait juste vraiment prouver que l'univers a déjà été, par exemple, aussi compacté qu'une étoile, par exemple, dans le passé, si on remonte suffisamment loin. Okay. Et si vous vous rappelez aussi des corps noirs, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un spectre de corps noir comme ça, on peut utiliser une formule qu'on avait déjà vue à la section S07, là, qui s'appelle la loi de Wien, qui nous permet de trouver la température associée à ce corps noir-là. Si on connaît le lambda pic, on peut trouver la température associée, et quand on a un beau graphique qui est clair comme ça, on peut trouver facilement le lambda pic et trouver la température. Et quand on fait ça, ça correspond à une température qui est égale à 3 degrés Kelvin, donc une température qui est très près du zéro absolu.
Okay. Donc souvent on dit que c'est la température de l'univers. Donc la température moyenne là, actuelle de l'univers, là, ce serait 3 Kelvin. Donc si on était quelque part dans l'univers, à un endroit où il y a aucune étoile, aucune galaxie, là, qui, comme pour nous réchauffer, là, ce serait 3 Kelvin la température. C'est ça. Puis l'univers, ce qui arrive, c'est que plus il prend de l'expansion, plus il se refroidit. Donc la température va diminuer de plus en plus. Et évidemment, au contraire, c'est-à-dire que plus qu'on retourne dans le passé, plus qu'on était proche du Big Bang, plus que la température était élevée, plus qu'il faisait chaud. Okay. Et donc, ça nous permet là de faire ça nous permet là, d'étudier tout ça. Et on s'est rendu compte que la température elle dépend tout simplement du facteur d'échelle avec une formule qui était relativement simple. C'est la température actuelle divisée par le facteur d'échelle. Donc aujourd'hui, la température moyenne de l'univers, c'est 3 Kelvin. Si on recule dans le passé, à une époque où le facteur d'échelle est plus petit que 1, mais ça donne une température qui est plus grande que 3 Kelvin. Fait que plus qu'on est proche du Big Bang, plus qu'il fait chaud, et plus qu'on sera loin dans le futur, plus qu'il fera froid. Température moyenne de l'univers. Et comme on est capable de connaître la température de l'univers en fonction du facteur d'échelle, donc en fonction du temps aussi, si on veut, on est capable de savoir là, à différentes époques, c'était quoi la température de l'univers. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que il y a un moment dans l'univers, quand le facteur d'échelle était égal à 1 millième, donc 0.001, c'est à ce moment-là que la température est passée sous la barre des 3000 degrés Kelvin. Donc ça veut dire que plus avant ça dans l'histoire, plus au début de l'univers, il faisait très chaud, donc plus que 3000 degrés Kelvin. Quand l'univers a atteint ce facteur d'échelle-là, il faisait 3000 Kelvin, et après ça, le facteur d'échelle a continué à augmenter, puis il a fait plus froid que 3000 Kelvin. Et pourquoi c'est intéressant ce 3000 degrés Kelvin-là, c'est que le 3000 degrés Kelvin, c'est la température nécessaire pour ioniser les atomes. Donc quand il fait plus chaud que 3000 degrés Kelvin, les atomes ne peuvent pas exister. Okay? Donc vous ne pouvez pas avoir des atomes d'hydrogène par exemple. Il fait tellement chaud que ça ionise les atomes, donc vous avez juste des noyaux tout seuls, avec des électrons tout seuls. Les électrons ne peuvent pas se lier au noyau. Okay? Et quand la matière est dans cet état-là, donc quand la matière est dans un état qu'on appelle ionisé, donc avec les électrons qui ne sont pas reliés là, à leur noyau, la matière va être très opaque. Donc, elle va pas laisser librement traverser la lumière parce que les photons vont constamment interagir avec les électrons, se faire absorber et réémettre dans des directions aléatoires. On va voir une petite animation tout à l'heure qui va nous le montrer. Et donc, ça veut dire que la lumière ne peut pas traverser librement l'univers quand l'univers était dans un état ionisé. C'est un peu l'équivalent là si vous vous promenez par exemple le soir puis qu'il y a de la brume. Okay? Donc, s'il y a une source qui émet de la lumière, par exemple un lampadaire, ben, s'il n'y avait pas de brume, vous pourriez voir exactement la position du lampadaire, vous pourriez voir sa forme là, qui est bien définie, vous pourriez savoir exactement c'était quoi sa position. Mais quand il y a de la brume, ce que ça fait, c'est que ça va juste rendre tout ça beaucoup plus flou. Donc au lieu de voir vraiment avec une grande précision l'objet qui a émis de la lumière, vous allez juste voir comme une espèce de zone à partir de laquelle la lumière sort, mais tout va être flou. Vous ne pourrez pas trop voir exactement la position de l'objet, vous ne pourrez pas trop voir la forme exacte de l'objet non plus. Donc c'est un petit peu ça. Des fois on parle on appelle ça parfois le mur de brume cosmologique, là, c'est que si on essaie de regarder très loin dans le passé, dans l'univers, on va tomber éventuellement sur cette espèce de fameux mur de brume cosmologique là, qui va un peu nous cacher là ce qu'il y avait derrière. On n'est pas capable de voir les trucs clairement qui sont derrière le mur de brume cosmologique. Et ça se produit à facteur d'échelle égal à 0.001. Ça correspond à peu près là, à 600 000 ans après le Big Bang. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans les 600 000 premières années de l'univers, on n'est pas vraiment capable de le voir clairement parce que on est bloqué par le fameux là, mur de brume cosmologique. Okay. Et ça s'est passé au découplage. C'est ce que je vais vous montrer là. Ça, je vais vous montrer maintenant. Le découplage, c'est ce qui s'est passé là, quand la température est passée en bas de la barre des 3000 degrés Kelvin. Okay. Donc, je vais juste vous montrer ça avec une petite animation que j'ai trouvée sur internet. Donc, je vais vous faire jouer l'animation. Fait que vous voyez un petit peu, je vais juste vous montrer que ça représente quoi les choses là. Donc, les petits points bleus dans l'animation, les petits points bleus, ce sont des électrons. Les points un peu plus gros, ce sont soit des protons ou des neutrons. Donc, c'est ce qui constitue le noyau des atomes. Les points rouge foncé, c'est des protons. Les points plus rouge pâle sont des neutrons.
Okay? Et les espèces de des petites zones jaunes là, qui vont bouger, ça, ce sont l'équivalent des photons. Okay? Donc, plus au début de l'univers, vous voyez ici une petite thermomètre, la température était plus chaude que 3000 degrés Kelvin, donc on va dire 6000 degrés Kelvin dans la simulation ici. Et à ce moment-là, l'univers était dans un état qui est ionisé, comme on a dit tout à l'heure. Il faisait tellement chaud, plus chaud que 3000 degrés Kelvin, que les électrons ne pouvaient pas aller s'associer à des atomes. Donc les électrons étaient juste libres comme ça, ils n'étaient pas associés à aucun atome. Et dans cet état-là, la matière est très très opaque, dans le sens que la lumière ne peut pas se promener librement. Vous voyez, les photons là, sont constamment absorbés et réémis. Ils interagissent beaucoup avec les électrons. Et donc, la lumière ne peut pas voyager librement dans la matière. Elle est constamment comme pognée dans la matière, elle se fait absorber et réémettre constamment. Et maintenant, si on attend un certain temps, donc l'univers, vous voyez, il se refroidit de plus en plus, et quand ça va passer en dessous de la barre des 3000 degrés Kelvin, il va se passer quelque chose d'intéressant, vous le voyez maintenant, c'est que là, quand il fait plus froid que 3000 degrés Kelvin, les électrons peuvent s'associer à des noyaux et former des atomes. Donc ici, ce que vous voyez, vous avez par exemple des atomes d'hydrogène, hein, un proton puis un électron, et ici vous avez des atomes d'hélium, 2 protons, 2 neutrons, 2 électrons. Et là, quand ça se produit, cette chose-là, qu'on appelle le découplage, ben là, vous allez avoir des atomes. Donc les électrons vont être, si vous voulez, là, occupés à faire partie de leur atome, et là, ça va laisser le chemin libre pour les photons, pour la lumière. Là, les photons vont être capables de voyager librement, là, sans constamment se faire absorber et réémettre. On appelle ça le découplage parce que c'est comme si, avant le découplage, quand il faisait plus chaud que 3000 degrés Kelvin, c'est comme si la matière et la lumière étaient couplées ensemble. C'est comme si ils formaient un couple, ils étaient tout le temps associés ensemble. Et quand c'est passé en bas de la barre des 3000 Kelvin, il y a eu un découplage. C'est comme si le couple s'est brisé, un peu comme quand des personnes se séparent. C'est comme si la lumière et la matière sortaient ensemble, puis à un moment donné, ils se sont séparés. Donc là, ils ont continué chacun à faire leurs choses, chacun de leur côté, sans interagir l'un avec l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment deux phases. Il y a avant le découplage et après le découplage. Donc, avant le découplage, c'est vraiment l'univers était complètement opaque parce que la lumière ne pouvait pas se promener librement. C'est comme si la lumière et la matière étaient une seule grosse chose, une seule grosse soupe, là, toutes mélangées ensemble. Et à partir du moment où il y a eu le découplage, c'est comme si là, la matière et la lumière sont devenues deux choses séparées, deux choses indépendantes, qui ont commencé à agir de deux manières différentes. Okay. Puis ce que ça veut dire pour nous, disons les physiciens, là, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le découplage, c'est là la première fois que des photons ont commencé à se promener librement dans l'espace. C'est là la première fois que de la lumière a été émise, si vous voulez, par l'univers. Et ensuite de ça, l'univers a juste continué à émettre là, des photons. C'est ce qu'on observe aujourd'hui quand on regarde le rayonnement de fond cosmologique. Okay. Ici, vous avez une image qui représente un petit peu ça, qui est une image justement là, du rayonnement de fond cosmologique, qu'on appelle parfois le mur de brume cosmologique. Cette image-là, qu'est-ce que ça représente au juste? Mais premièrement, c'est pas comme quelque chose qu'on observe à un certain endroit dans l'univers. C'est pas comme on dit, ok, on regarde à tel endroit dans l'univers, dans telle constellation, on voit ça. Ça, c'est vraiment une image de tout l'univers au complet qui a été, si vous voulez, déplié là, pour former cette image-là. Un peu comme quand on voit des images là, du monde au complet, là, de la Terre, par exemple, de tous les continents. Ben évidemment, la Terre c'est une sphère, hein, puis des fois on déplie cette sphère-là pour faire une espèce d'image comme ça ovale, c'est la même chose. Fait que ça, pour vrai, c'est vraiment là tout l'univers qu'on peut voir quand on regarde dans toutes les directions à 360 degrés dans l'univers, là, ça correspond à cette espèce de carte-là. Et pour vrai, là, l'univers est très 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 uniforme, mais dans cette image-là, on a mis des espèces de contrastes de manière un peu artificielle, là, mais pas artificielle, on a juste comme vraiment boosté les contrastes pour que ça donne une image un peu plus intéressante, là. Mais pour vrai, là, la différence qu'il y a entre les parties les plus rouges et les parties les plus bleues sur cette image-là, c'est 6 parties par million. Donc c'est vraiment très 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 peu. Là. Fait que finalement, ça veut dire que quand on regarde ça, là, ce qu'on voit, c'est que le rayonnement de fond cosmologique il est pratiquement là égal et homogène partout dans toutes les directions. Ça veut dire qu'à 600 000 ans après le Big Bang, la matière et la lumière étaient vraiment très 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 homogènes
partout, dans toutes les directions. Il y avait seulement juste quelques mini petites fluctuations, là, mais c'est des petites fluctuations très 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 petites, là, à moins de 6 parties par million. Okay. Fait que c'est ça, je sais pas si vous avez comme suivi l'histoire que j'ai racontée, mais ce que ça veut dire, c'est que la première fois dans l'univers que vraiment des photons ont commencé à voyager, c'est à 600 000 ans après le début du Big Bang. Mais c'est ça, c'est ça, c'est à 600 000 ans que les photons ont commencé à se déplacer. Donc nous, si on regarde avec nos télescopes, même si on essaie de regarder le plus loin possible, puis qu'on zoome le plus creux ou le plus loin possible là, dans l'univers, le plus loin qu'on peut voir, c'est les photons qui ont été émis à 600 000 ans. Okay? Donc, on n'est pas capable de voir des images avant ça, parce que pour voir des images, ça prend des photons. Les photons, ils ont juste commencé à se promener, là, à voyager à partir de 600 000 ans. Fait que malheureusement, ce qui est plate, c'est que toute la partie qui est comme la plus intéressante, si vous voulez, c'est vraiment comme le début de l'univers, comment ça s'est formé, comment ça s'est déclenché, comment l'univers est apparu, tu sais, vraiment le tout début de l'univers, c'est ça qui nous intéresse, là. Et c'est la seule partie qu'on n'est pas capable de voir. Okay? Parce qu'elle est masquée derrière le mur de brume cosmologique, on peut pas voir ce qui s'est passé à cette époque-là. Okay? Tout ce qui arrive après le 600 000 ans, là, oui, on peut voir, on peut zoomer, on peut faire des observations, tout ça, mais ce qui s'est passé vraiment là au tout début de l'univers, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est un peu mystérieux, puis c'est exactement ça qu'on n'est pas capable de voir. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Okay? Je dis qu'on n'est pas capable de le voir par l'étude des photons, c'est vrai, ok, mais quand même, c'est que on est capable de voir tout le restant, puis d'analyser tout le restant, puis on est quand même capable de développer un peu des formules, puis des modèles, tu sais, on comprend quand même comment l'univers évolue. On est capable, entre autres, de connaître la température en fonction du temps, la masse volumique en fonction du temps, puis en faisant plein de genres de calculs comme ça, et aussi en observant. Ça, c'est plus compliqué, là, les détails sont pas si importants, mais en regardant, par exemple, la matière qu'on a aujourd'hui. T'sais, sachant qu'aujourd'hui, on est rendu à une certaine étape de l'évolution de l'univers, puis qu'on regarde des éléments chimiques qu'on retrouve autour de nous. Okay? Et on regarde des proportions, on regarde les isotopes, tout ça aussi. Et on sait que on est capable de calculer là, comment la matière a pu s'assembler ensemble. T'sais, on est capable de connaître là, certaines réactions nucléaires, par exemple, là, peuvent s'effectuer quand il y a telle température et telle pression. Mais justement, on est capable de savoir c'est quoi la température et la pression de l'univers à différents moments. Okay? Donc, on est capable de faire des calculs quand même assez compliqués pour, dans le fond, faut que comme le modèle du développement de l'univers, il faut que ça corresponde avec ce qu'on observe aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui, on retrouve à peu près tel genre d'éléments dans telle proportion, avec les isotopes dans telle proportion. Fait qu'on est quand même capable d'avoir une bonne idée de ce qui s'est produit, même au début, même dans les 600 000 premières années, même si on n'est pas capable de voir des images directement là, avec des télescopes. Et le résultat un peu de toutes ces équations-là, okay, qui peuvent qui correspondent avec la matière qu'on observe aujourd'hui, ben ça démontre que l'univers actuellement, là, aujourd'hui, devrait être composé d'environ 0,3 masse protons par mètre cube de matière qu'on appelle la matière ordinaire et de 1,2 masse protons par mètre cube de matière qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on appelle de la matière exotique. Okay. Le mot exotique, c'est un adjectif, là, ça signifie quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Comme quand on dit par exemple, là, on s'en va en voyage dans le sud, on part vers des destinations exotiques. Donc c'est des destinations qui sortent de l'ordinaire un peu, qui font changement. Ben c'est un peu ça. La matière exotique, c'est la matière qui est un peu spéciale, là, qui est différente de la matière ordinaire, par exemple. Et parmi la matière ordinaire, il y a une certaine partie qu'on voit, qui est visible, et il y a une certaine partie de la matière ordinaire qu'on ne voit pas. On l'appelle invisible, dans le sens qu'on la voit pas. Donc, ça veut pas nécessairement dire que c'est de la matière qui est invisible comme telle. C'est probablement juste de la matière normale, de la matière visible, mais qu'on ne voit pas. On en avait déjà discuté dans un cours précédent. Là, ça pourrait être par exemple ce qu'on appelait des MACHO, des Massive Compact Halo Objects. Donc ça pourrait être des objets normaux, ok, qui sont situés dans le halo
des galaxies, donc des objets qui n'émettent pas de lumière en soi, comme par exemple des morceaux de roche, ça peut être des planètes, ça peut être des naines brunes, des choses comme ça. Fait que c'est des objets qui n'émettent pas de lumière, donc s'ils se trouvent loin, s'ils se trouvent pas proches d'une étoile, ils vont pas nécessairement pouvoir refléter une grande quantité de lumière, fait que ça se peut qu'on ne les voit pas. Mais c'est pas parce que ce sont des objets qui sont invisibles, c'est juste que ce sont des objets qui n'émettent pas de lumière. Fait que quand on les regarde, quand on observe l'univers avec nos télescopes, ben on les voit pas. Okay, fait qu'ils passent un peu inaperçus. Ça veut pas dire qu'ils sont vraiment véritablement invisibles. C'est juste que si on les voit pas parce qu'ils émettent pas de lumière. Si on allait proche d'eux avec des lampes de poche ou des choses comme ça, là on les verrait. Là, c'est pas c'est pas invisible. Là. Mais ça, c'est qu'ils n'émettent pas de lumière. Fait que ça pourrait expliquer ça ici, la matière ordinaire invisible. Mais la matière exotique, ça pour vrai, on sait pas c'est quoi. On a pratiquement aucune idée c'est quoi. Il y a quelques hypothèses là, que je vais vous discuter brièvement avec vous, mais en gros, on sait pas c'est quoi. Puis ce qui est quand même cool, c'est que avec tous les calculs qu'on peut faire puis les modèles, tout ça, c'est qu'on sait que aujourd'hui dans l'univers, il y a un certain nombre de protons, de neutrons puis d'électrons. Okay, qui est ce qu'on appelle la matière ordinaire. Mais la matière exotique, on sait pas c'est quoi, mais on sait que ce n'est pas des protons, ce n'est pas des neutrons et ce n'est pas des électrons. C'est nécessairement autre chose que ça. Puis ça, c'est bizarre parce que presque tout ce qu'on connaît, toute la matière qu'on connaît, c'est des protons, des neutrons, des électrons. Tous les éléments du tableau périodique, c'est des protons, des neutrons, des électrons. Toute la matière qu'on voit autour de nous, là, les planètes, les étoiles, les galaxies, c'est fait de protons, neutrons, électrons. Donc là, on est en train de dire que la majorité de l'univers, c'est de la matière exotique. Puis on sait pas c'est quoi, mais on sait que c'est pas des protons, pas des neutrons et pas des électrons. Okay. Et ce serait quoi cette matière-là? Ben, il y a différentes théories. Okay. Je vais vous en présenter deux. Ce sont les deux théories les plus populaires ou les plus plausibles, si vous voulez, qui tentent d'expliquer ça pourrait être quoi la matière exotique. Peut-être que ça pourrait être juste une de ces choses-là. Peut-être que il y a plusieurs choses qui existent en même temps. Et en tout, ça totalise là, à peu près 1,2 masse proton par mètre cube. Une des premières hypothèses, ce serait des WIMPs. Okay, des WIMPs, c'est un acronyme en anglais, là, ça veut dire des Weakly Interactive Massive Particles. Donc, si vous traduisez, ça veut dire que ce serait des particules massives. Okay, donc, il y aurait quand même une masse, une assez grosse masse là, pour expliquer tout ça. Et ce serait des particules qui interagissent faiblement, donc des Weakly Interacting Particles. On en a déjà rencontré une famille là, de Weakly Interactive Particles que j'en avais déjà discuté avec vous. Ce sont les neutrinos. Okay. Ce qu'on avait dit, c'est que les neutrinos sont produits, entre autres, là, dans les réactions nucléaires là, qui s'opèrent au cœur du Soleil. Et les neutrinos, une de leurs particularités, c'est qu'ils interagissent très 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 faiblement avec la matière. Et à chaque seconde, il y a des milliards de milliards de milliards de neutrinos qui traversent la planète Terre, puis on s'en rend pas compte parce que justement, ils passent bord en bord de la Terre sans jamais interagir avec. Ça arrive juste une fois de temps en temps qu'il y a des neutrinos là, comme ben chanceux qui vont interagir avec des petites molécules d'eau qui sont placées dans les espèces de gros détecteurs là, dont on avait déjà discuté. Et on en détecte quelques-uns par jour sur les milliards de milliards de milliards qui traversent ça. Donc ça fait que des neutrinos, c'en sont des particules qui sont weakly interacting, qui interagissent presque pas. Le problème, c'est que les neutrinos, c'est des particules qui ont une masse qui est très 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 faible. Même pendant plusieurs années, on pensait que les neutrinos avaient une masse qui était zéro. Et on s'est rendu compte que finalement, ils ont une masse qui est vraiment très 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 petite. Donc, il est presque zéro, mais pas tout à fait zéro. Fait que là, les WIMPs, ce seraient des espèces de neutrinos. Okay, des espèces de particules qui interagissent très 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 faiblement, mais qui, au contraire des neutrinos, ce seraient des particules massives. Okay, donc c'est une théorie. Peut-être que ça pourrait exister des particules comme ça, des genres de neutrinos, mais très 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 massifs, beaucoup plus massifs que des neutrinos, et qui pourraient donc expliquer un peu cette matière exotique-là. Okay. Et ça, c'est une théorie. Puis une autre théorie qui existe aussi, c'est ce qu'on appelle des quark nuggets. Donc ça, c'est complètement différent. Là. Fait que ça n'a rien à voir avec des WIMPs. C'est quelque chose de complètement différent. Quark nuggets, ben des nuggets, c'est un mot anglais. Là. Ça veut dire une espèce d'agglomération ou un paquet là, qui s'agglomère ensemble. Donc des quark nuggets, ce serait comme juste un gros paquet de quarks collés ensemble. Des quarks, peut-être que vous savez pas c'est quoi, mais c'est
un élément fondamental de la matière, c'est ce qui constitue par exemple les protons et les neutrons. Donc il y a des quarks, là, il y a plusieurs sortes de quarks là, qui existent, il n'y a pas juste ces deux-là, mais les deux plus répandus si vous voulez, c'est les quarks qu'on appelle les quarks up et les quarks down, et c'est des particules qui sont encore plus petites que les protons puis les neutrons. On pensait pendant longtemps que les protons puis les neutrons c'était des particules qui étaient que c'était les plus petites particules qui existaient, puis finalement on s'est rendu compte que non, on en a découvert encore des plus petites. Et les quarks up et down ont des charges fractionnaires. Donc un quark up ça a une charge de plus 2/3, un quark down ça a une charge de moins 1/3. Donc de plus 2/3 fois la charge élémentaire puis moins 1/3 fois la charge élémentaire. Et un proton et un neutron c'est composé chacun de 3 quarks. Un proton c'est 2 up, 1 down. Fait que ça fait une charge de plus 4/3, moins 1/3, ça fait une charge de plus 1. Et un neutron, c'est 1 up et 2 down. Donc plus 2/3, moins 1/3, moins 1/3, ça donne une charge qui est égale à 0. Okay. Fait que c'est ça, les protons et les neutrons sont formés chacun de 3 quarks, mais les quarks nuggets, ce seraient des particules différentes. Ce ne seraient pas des protons, pas des neutrons, ce serait autre chose, là, qui seraient composées de plusieurs quarks. Okay. Et on pense même que ça pourrait être là, plusieurs dizaines ou même peut-être plusieurs centaines de quarks. Donc ce serait vraiment là, des particules beaucoup plus grosses, mais surtout beaucoup plus massives, okay, qui occuperaient un espace vraiment très 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 petit. Donc ça, des particules qui sont extrêmement compactées. Okay. Encore une fois, ça reste une théorie. Et on n'a jamais vraiment observé directement de WIMPs, parce que c'est des particules qui interagissent très 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 faiblement. On n'a jamais vraiment observé directement de quark nuggets. On pense peut-être qu'on a détecté une fois le 22 octobre 1993. Donc si vous allez chercher sur Internet, là, vous allez pouvoir lire un peu plus de détails là-dessus. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que le 22 octobre 1993, on a détecté 2 vibrations dans le sol, là, qui ont été détectés par des machines, là, entre autres, pour étudier les tremblements de terre ou étudier les volcans, des choses comme ça. Et on sait que à 9h55, 48, là, il y a un point là, qui a vibré de manière anormale là, près de l'Antarctique. Et quelques secondes plus tard, là, à 9h56 et 14, le sol a vibré de manière vraiment bizarre et inexpliquée là, près de l'océan Indien. Vous le voyez sur la carte. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? On le sait pas vraiment. Okay. Il y a des gens qui pensent justement que c'est un quark nugget là, qui se promenait dans l'espace, dans l'univers, et qui est arrivé ici, qui est entré en collision avec la planète Terre. Et il a juste comme rentré, il a fait comme un espèce de petit trou dans la planète Terre, il s'est creusé un espèce de tunnel, là, puis il est ressorti de l'autre côté. Okay. Il a comme passé là, quasiment bord en bord de la Terre en quelques secondes seulement. Donc c'est une particule, peut-être que c'était un quark nugget, peut-être que c'était autre chose inexpliquée qu'on connaît pas encore, mais peut-être que c'est un quark nugget. Okay. Et c'est ça pourrait se produire, ça, une particule, si elle est, comme on pense, extrêmement massive et à la fois extrêmement petite, ben elle pourrait juste comme ça là, passer pratiquement bord en bord de la Terre pratiquement sans que personne ne la remarque. Okay? C'est un peu comme si vous aviez un gros bol de jello, puis que vous tirez dedans avec un gun à plomb, une carabine à plomb. Le plomb va juste comme passer comme ça, il va se faire comme un petit tunnel, il va traverser, puis après ça, il va juste continuer sa route pratiquement sans altérer sa route. Okay? Donc c'est ça qui arrive là, si vous avez des objets qui sont vraiment beaucoup plus denses que d'autres objets, puis qui arrivent comme ça à grande vitesse, puis juste comme pratiquement passer au travers. Okay? Puis ça n'a pas fait d'explosion, c'est pas comme si c'était une météorite qui était tombée sur la planète Terre, c'est tellement petit que ça a juste comme fait un mini tunnel microscopique là, entre les atomes, puis ça a juste traversé comme ça. Okay. Fait qu'en tout cas, c'est peut-être que c'était ça, peut-être que c'était pas ça. Okay. Mais ça fait partie des candidats. Là. Ça fait partie des théories qu'on a pour tenter d'expliquer ce serait quoi la matière exotique. Okay. Et cette matière exotique-là, on pense qu'elle serait véritablement invisible. On pense que vraiment, elle n'interagirait pas du tout avec la lumière. Fait qu'on pourrait pas la détecter avec des télescopes, par exemple. Ça pourrait pas dévier de la lumière, ça pourrait pas réfléchir de la lumière. On pense que ça interagit vraiment pas avec la lumière, donc ce serait vraiment, comme on pourrait dire, invisible. Okay. Puis, c'est ça. Donc, comme on a dit, le rayonnement de fond cosmologique, le mur de brume cosmologique qui s'est formé donc 600 000 ans là, après le Big Bang.
quand il y a eu le découplage. Okay? Puis, à partir de ce moment-là, on est capable de voir des images. Puis, on s'est rendu compte que c'est ça. À un certain moment après le Big Bang, après après ce moment-là, il commençait à avoir des galaxies dans l'univers, on le voit, ça c'est une image qui a été prise, c'est l'équivalent un peu du champ profond de Hubble. Et on sait qu'aujourd'hui les galaxies sont rendues agglomérées là, pour former des espèces de filaments de matière, comme on avait vu la dernière fois. Et on a les différentes périodes dans l'histoire de l'univers. Okay? Puis quelque chose qui est bizarre, c'est que on n'arrive pas à comprendre comment l'univers a pu passer aussi rapidement de cet état-là à cet état-là. Okay? Parce que ici, là, ça on sait que ça correspond à 600 000 ans après le Big Bang. C'est là qu'il y a eu le découplage. Okay? Puis rappelez-vous, là, dans l'animation que je vous ai montré tout à l'heure, quand il y a eu le découplage, là, c'est vraiment le moment où c'est devenu plus froid que 3000 Kelvin. C'est là que la lumière et la matière se sont séparées. Okay? Dans l'image qu'on voit ici, qui est émise là, 600 000 ans après le Big Bang, je vous avais dit là, qu'il avait comme vraiment boosté énormément les contrastes, mais pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 uniforme, très 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 homogène. Okay? Ça veut dire que 600 000 ans après le Big Bang, la lumière était très 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 homogène. Okay? Était toute égale partout dans toutes les directions. Donc ça veut dire aussi que la matière était égale, normale, tout également uniformément distribué dans toutes les directions. Parce que à 600 000 ans après le Big Bang, c'est là que la lumière et la matière se sont découplées. Fait qu'à cet instant-là, si la lumière était toute homogène, c'est-à-dire que la matière aussi était toute homogène, parce que avant de se séparer, les deux étaient tout le temps ensemble. Okay? Fait que c'est ça. Fait que ça veut dire que à 600 000 ans après le Big Bang, la matière était toute uniformément distribuée. Et c'est ce qu'on appelle en peu de temps, là, entre 600 000 ans puis 1 milliard d'années, déjà vous voyez que la matière est rendue agglomérée. La matière, elle s'est déjà comprimée, elle a formé des motons de matière, là, des agglomérations de matière, elle s'est assemblée en plusieurs petits morceaux plus compacts, là, qui sont les galaxies. Okay? Et on comprend pas comment ça a pu se faire aussi rapidement, passer aussi rapidement de cet état-là à cet état-là. Donc d'un état où la matière est toute vraiment uniformément distribuée à un état où la matière est rendue agglomérée en plusieurs petits morceaux très 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 compacts avec beaucoup d'espace vide entre ces morceaux-là. Okay. On comprend pas comment ça a pu se faire aussi rapidement. Oui, on comprend comment la matière peut s'assembler ensemble, mais ça marche par force de gravité. On sait que bon, s'il y a des petites fluctuations, la matière, tu sais, comme ça va faire des petits endroits qui sont un peu plus denses que les autres. Puis avec la force de gravité, ça attire, tout ça. Fait que oui, il y a la gravité qui essaie de attirer la matière pour la comprimer, la compacter, si vous voulez. Mais d'autre part, c'est que la chaleur puis l'énergie qui est émise, ça a plus tendance à diluer la matière. Okay. Et en ce qu'on fait des calculs, puis avec les calculs, on comprend pas comment ça a pu passer aussi rapidement de cet état-là à cet état-là. C'est comme si la gravité était, la force de gravité n'est pas assez forte pour faire passer de la matière de cet état-là à cet état-là en aussi peu de temps. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui a dû se produire ou un autre phénomène qui a dû intervenir pour faire accélérer la contraction de la matière. Okay? Et jusqu'à tout récemment, on comprenait pas vraiment qu'est-ce qui avait pu se passer. C'était vraiment comme un mystère total. Là. On comprenait pas comment on avait pu passer de cet état-là à cet état-là en si peu de temps. Et là, on pense qu'on a trouvé une explication de pourquoi c'est ça. Et on pense que c'est la matière exotique qui est responsable et qui a aidé la matière normale à s'agglomérer aussi rapidement que ça, on va dire. Okay. Parce que la matière exotique, je rappelle que, bon, on sait pas trop c'est quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que c'est pas des protons, c'est pas des neutrons, c'est pas des électrons. On pense que c'est de la matière qui est véritablement invisible, dans le sens qu'elle n'interagit pas du tout avec la lumière. Donc, si on avait de la matière exotique sur laquelle on envoie des rayons lumineux, on pense que vraiment les rayons lumineux feraient juste passer barre en barre, il serait pas dévié, il serait pas réfléchi, il y aurait aucune façon là, la matière exotique elle ferait juste pas influencer du tout la lumière. Okay? Par contre, cette matière exotique là, elle a quand même une masse et elle peut interagir gravitationnellement avec les autres objets qui ont une masse. Okay?
Donc, elle fait de la force gravitationnelle, cette matière exotique-là. C'est juste qu'elle est complètement invisible, fait qu'elle elle n'a aucun effet sur la lumière, mais elle a des effets sur les objets qui ont une certaine masse. Ok. Ici, je vous ai juste mis des images d'un film là, que je pense qu'il s'appelle L'Homme Invisible. Puis, c'est ça, donc c'est comme si, tu sais, c'est juste comme pour montrer des idées un peu comme ça. Donc, c'est vraiment de la matière qui serait invisible. Maintenant, est-ce qu'elle serait solide? Est-ce qu'on pourrait vraiment comme y toucher puis coller des choses dessus? Pour vrai, ça, on en a aucune idée parce qu'on sait même pas c'est quoi en fait cette matière exotique-là. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a une masse et elle peut interagir. Okay? Fait que ce qui arrive, c'est que à 600 000 ans après le Big Bang, ce qu'on remarque, c'est que quand on regarde l'image ici, là, on voit que la lumière était complètement homogène. Et donc, ça veut dire que la matière était complètement homogène. Mais attention, la matière normale est exactement homogène. Okay? Parce que, rappelez-vous, la matière normale, elle interagit avec la lumière. Mais la matière exotique, elle interagit pas avec la lumière. Okay? Donc, fait que probablement, l'hypothèse qu'on a, c'est que probablement que déjà à cette époque-là, que déjà à 600 000 ans après le Big Bang, bien que la matière normale était complètement homogène et complètement distribuée également dans toutes les directions, probablement que déjà à cette époque-là, il y avait déjà des petits motons, des petites agglomérations de matière exotique. Okay, qui étaient déjà formées, qui avaient déjà commencé à se former. Et ça paraîtra pas dans le rayonnement de fond cosmologique, parce que le rayonnement de fond cosmologique, ça nous montre comment la lumière et la matière normale étaient. Mais probablement que la matière exotique, elle avait déjà commencé à se comprimer, à former des petites agglomérations comme ça. Et la matière exotique, comme je disais tout à l'heure, elle peut interagir gravitationnellement avec la matière normale. Donc là, c'est sûr que la matière exotique, probablement qu'elle a servi justement d'accélérant. Comme il y avait déjà des petits motons de matière exotique qui s'étaient comprimés, ben ces morceaux-là avaient une certaine masse. Donc là, ils ont aidé là, à attirer plus rapidement vers eux les motons, les morceaux de matière normale. Et là, ça a formé comme ça des galaxies. Okay. Donc, dans cette hypothèse-là, là, ça fonctionnerait. Là, on pourrait comprendre pourquoi la force gravitationnelle a été suffisante là, pour, en si peu de temps, faire passer la matière normale d'un état aussi homogène à un état qui est un état où la matière est rassemblée en petits morceaux comme ça. Okay. Fait que ça, c'est une encore une fois, c'est une théorie. Okay. Mais si cette théorie-là est vraie, ben probablement que ça signifierait que les endroits où on retrouve la matière qui est plus comprimée aujourd'hui, donc les galaxies, probablement que les galaxies se sont formées dans l'univers à des endroits où il y avait déjà eu des petites agglomérations de matière exotique. Okay? Donc si c'est le cas, puis si on veut que la théorie fonctionne puis que tout fonctionne bien, ça veut dire que probablement aujourd'hui, dans toutes les galaxies, il y a de la matière exotique. Okay? Il devrait avoir un gros morceau de matière exotique au cœur proche de chaque galaxie. Okay? Et effectivement, c'est exactement ça qu'on observe. Hein? Rappelez-vous là, qu'on avait parlé que on essaie de déterminer la masse de la Voie lactée. On avait vu qu'on avait deux manières différentes de le faire. Une première chose qui s'appelle la masse visible. Okay? Puis quand on faisait ça, on trouvait là, une masse là, de l'ordre de 100 millions de masse solaire. Okay? Alors que quand on détectait la matière avec une technique basée sur la gravité, la troisième loi de Kepler généralisée, on obtenait plutôt un résultat qui était près de 500 millions de masse solaire. Okay. Puis là, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a probablement une grande partie, là, à peu près 80% de la matière dans la galaxie qui est invisible, qu'on n'arrive pas à détecter par la lumière. Donc ça fait exactement avec ce qu'on dit, c'est que probablement que notre galaxie, elle s'est formée là, autour d'une agglomération de matière exotique. Et donc, encore aujourd'hui, dans notre galaxie, ben, il y a une agglomération de matière exotique comme ça. On n'arrive pas à la détecter par la lumière parce que ça n'interagit pas avec la lumière, mais on sait qu'elle est là, on sait qu'elle interagit gravitationnellement et on détecte même son effet gravitationnel. On la détecte pas visuellement par la lumière, mais on détecte son effet gravitationnel. Donc ça correspond vraiment avec ce qu'on a là ici. Okay? Donc
Fait que c'est ça, c'est vraiment étrange comme théorie. C'est vraiment étrange que dans l'univers, il y ait cette matière exotique-là, qu'on n'est pas capable vraiment, on sait même pas vraiment c'est quoi. On sait que c'est pas des protons, pas des neutrons, pas des électrons. On n'est pas capable de la détecter avec des télescopes, quelque chose comme ça, parce que ça n'interagit pas du tout avec la lumière. Le seul indice qu'on a, c'est que ça interagit gravitationnellement. Okay. Et on pense qu'on comprend quand même bien comment ça s'est fait comme ça, comment c'est apparu dans l'univers, comment ça a servi d'accélérant pour former un peu la structure, la base, la structure des galaxies puis tout ça. Mais on sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. Euh, on sait pas c'est est composé de quoi. Fait que c'est quand même intéressant. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, on sait les effets qu'elle a, on détecte bien les effets gravitationnels qu'elle a sur notre galaxie puis sur l'univers, mais on n'a aucune idée de quoi elle est constituée, puis on peut pas l'observer directement à ce moment-ci. Okay. Donc ça fait partie d'un des mystères de l'astronomie puis de l'astrophysique, puis peut-être que dans plusieurs années on va trouver peut-être des nouveaux appareils de détection, on va peut-être réussir à la détecter de manière indirecte ou peut-être de manière assez directe, on sait pas. Mais pour l'instant, la seule façon qu'on a de la détecter, c'est par la gravité. Mais peut-être que les choses vont changer dans le futur avec des nouvelles découvertes. Sait-on jamais. Donc voilà, là-dessus, je vais vous laisser. Donc je vous dis une bonne journée et à la prochaine.